Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Avez-vous aimé le cadeau d'anniversaire que je vous ai offert? Demanda mon grand-père avec un sourire. Quel cadeau? Je n'ai jamais rien reçu, répondis-je, confuse. Mon père se figea soudainement, son verre de vin glissant de sa main. Ma mère fixait silencieusement le sol. Mon grand-père fronça les sourcils, puis se tourna vers son avocat et dit: Je veux savoir ce qui se passe. La tension à l'intérieur de la salle à manger privée a grimpé en flèche au moment exact où mon grand-père a posé une question en apparence innocente. Je m'appelle Chelsea, une directrice régionale des ventes de 31 ans qui a passé des années à respecter les règles pour que ma famille toxique traite mon dur labeur comme un compte bancaire personnel. Avez-vous aimé le cadeau d'anniversaire que je vous ai offert? Demanda mon grand-père avec un large sourire illuminant son visage. De quel cadeau parlez-vous? Parce que je n'ai jamais rien reçu, répondis-je en toute confusion. Mon père se mit soudainement à trembler violemment tandis que ses doigts maladroits firent glisser un lourd verre en cristal de sa main. Le bruit fort du verre se brisant résonna dans l'espace silencieux alors que le liquide rouge foncé se répandait rapidement sur la table en chaîne impeccable. Ma mère resta entièrement silencieuse, fixant le sol, les mains agrippant fermement le bord de son chemisier. Mon grand-père fronça profondément les sourcils alors que le sourire joyeux disparaissait complètement de ses lèvres avant qu'il ne se tourne lentement vers l'avocat assis à côté de lui. Je veux savoir exactement ce qui se passe en ce moment, déclara-t-il avec une autorité glaçante qui figea toute la pièce. L'avocat ne répondit pas par des mots, mais tendit calmement la main vers la mallette en cuir qui reposait sous la table. Il défit le loquet en métal avec un clic sec qui parut assourdissant dans le silence suffocant de la pièce paralysée. Aucun de mes proches ne réalisait que prendre ma propriété était sur le point de déclencher une enquête fédérale massive qui détruirait à jamais leur illusion de richesse méticuleusement construite. Avant que je n'explique exactement comment ce piège financier élaboré s'est refermé sur eux, veuillez me faire savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications si vous avez déjà dû utiliser le système juridique pour vous protéger de membres de la famille manipulateur. Exactement 3 semaines avant que ce dîner désastreux n'ait lieu, mon siège social m'a envoyé en voyage d'affaires prolongé à Dallas. Ma mission principale consistait à mener un audit complet de la chaîne d'approvisionnement dans plusieurs centres de distribution opérant dans toute la région du Sud. Juste avant de me diriger vers le terminal de départ de l'aéroport, je me suis arrêté chez mes parents pour déposer mon double de clés d'appartement. J'ai spécifiquement demandé à ma mère, Carole, de passer chez moi tous les 3 jours pour arroser les plantes en pot sur mon balcon. Pendant la première semaine de mon programme d'inspection rigoureux, mon grand-père, Calvin, a chargé son avocat spécialisé en succession de finaliser un transfert de propriété très spécifique. Il voulait m'offrir une maison en bois au bord du lac Norman comme cadeau surprise pour mon 31e anniversaire. Le bâtiment était un bien de valeur qu'il avait acheté à l'origine il y a des décennies au cours de sa carrière d'entrepreneur en construction commerciale. L'avocat a envoyé un coursier de Fédéral Express pour livrer le dossier de documents scellés directement à mon adresse résidentielle à Charlotte. Le livreur a tenté d'appeler mon téléphone portable personnel 4 fois distinct tout au long de l'après-midi du jeudi. À ce moment précis, je me trouvais au fond d'un entrepôt frigorifique industriel, vérifiant des registres d'inventaire où il n'y avait aucune réception cellulaire, suite à l'autorisation de livraison alternative préalablement déposée par l'expéditeur. Le coursier a placé la grosse enveloppe fermement contre ma porte d'entrée avant de prendre une photo de confirmation et de repartir, pendant que cette enveloppe reposait intacte dans mon couloir silencieux. Une situation explosive se détériorait rapidement dans le salon de mes parents. Mon jeune frère Gavin était affalé sur leur canapé tout en répondant à des appels téléphoniques incessants de créanciers en ligne agressifs. Il avait récemment contracté d'énormes prêts personnels à taux d'intérêt élevés auprès de prêteurs non réglementés pour poursuivre ses investissements en ligne risqués et croissants. Ces investisseurs agressifs exigeaient maintenant une liquidation complète et immédiate de son
compte pour couvrir ses déficits financiers catastrophiques. Les voix dures des agents de recouvrement résonnant dans le haut-parleur de son smartphone rendaient l'atmosphère de la maison complètement suffocante. Gavin fixait le mur en proie à une panique absolue car il savait que le non-règlement du solde entraînerait de graves conséquences juridiques ainsi qu'une saisie immédiate de ses biens. Mon père Alan arpentait le sol continuellement en essayant de formuler une stratégie pour sortir son précieux fils d'un autre désastre financier massif. Carole s'est rendue à mon complexe d'appartements plus tard dans l'après-midi, avec l'intention d'accomplir la simple tâche d'arrosage que j'avais demandée. Au moment où elle a déverrouillé ma porte et a franchi le paillasson, son pied a effleuré l'emballage en carton rigide posé sur le plancher. Elle a ramassé le colis portant le logo d'expédition violet reconnaissable et a immédiatement arraché la languette de sécurité sans la moindre hésitation. Elle en a sorti une lourde pile de papiers juridiques, y compris un acte de cession finalisé portant la signature vérifiée de mon grand-père. Le document juridique stipulait explicitement le transfert immédiat de la propriété du lac Norman directement à mon nom. Carole a lu rapidement les termes juridiques avant de fourrer le dossier entier au fond de son grand sac à main en cuir. Elle a complètement ignoré les plantes sèches qui attendaient sur le balcon, a verrouillé la porte et s'est précipitée directement chez elle pour confronter son mari. Elle jeta les documents volés sur l'îlot de cuisine en granit juste devant l'endroit où Gavin était assis, la tête entre les mains. Alan a immédiatement rapproché les papiers pour lire les détails de la propriété avant d'ouvrir son ordinateur portable pour rechercher dans la base de données immobilières du comté. Il a tapé l'adresse dans le portail d'évaluation pour vérifier la valeur marchande actuelle de la structure au bord de l'eau. Alan a rapidement réalisé que la propriété libre de toute charge possédait plus qu'assez de valeur pour garantir une énorme hypothèque en espèces de n'importe quelle banque commerciale. Le lourd fardeau de la ruine financière imminente de Gavin planait directement au-dessus de leur tête alors qu'il fixait mon cadeau d'anniversaire. Mes parents n'ont pas considéré l'acte comme un cadeau généreux destiné à établir ma future stabilité indépendante. Ils ont vu le document comme une bouée de sauvetage d'urgence, parfaitement conçue pour sauver leur enfant chéri de ses propres décisions imprudentes. Alan a regardé directement Carole tout en déclarant officiellement qu'il garderait le paquet complètement caché et ne me dirait jamais un seul mot au sujet de la maison du lac. Ils ont convenu mutuellement de sacrifier ma propriété sans une seconde pensée car protéger Gavin de ses créanciers était le seul objectif qui comptait vraiment pour eux. Seulement quelques jours plus tard, un véhicule de dépannage commercial est entré dans l'allée au milieu de la nuit pour reprendre la voiture de sport de luxe de Gavin. Le bruit fort du treuil hydraulique a résonné dans le quartier calme tandis que Gavin se tenait impuissant sur le porche d'entrée, regardant son bien le plus précieux disparaître dans la rue sombre. Sa fiancée, Avery, a traîné sa lourde valise de marque directement au centre du salon tout en déclarant bruyamment son intention d'annuler définitivement leur mariage à venir. Elle a lancé un ultimatum strict exigeant que Gavin élimine complètement ses déficits de crédit croissants avant la fin du mois. Sinon elle quitterait sa vie pour toujours. Alan est intervenu en faisant monter son fils dans son propre véhicule à l'aube pour se rendre dans un centre commercial délabré situé à la périphérie de la ville. Alan portait sa mallette en cuir contenant l'acte de cession original ainsi qu'un ancien contrat de location d'appartement portant ma signature authentique. Ils sont entrés dans un bureau faiblement éclairé appartenant à un service de préparation de documents non agréés opérant complètement en dehors des réglementations légales standards. L'opérateur louche assis derrière un bureau encombré a accepté les documents avant de placer mon contrat de location obsolète sur un scanner haute résolution. La lumière crue du scanner a capturé mon écriture exacte afin que le technicien puisse méticuleusement extraire la signature à l'aide d'un logiciel d'édition. Il a soigneusement superposé mon nom copié directement sur la ligne d'autorisation du nouveau formulaire de transfert de propriété pour faire croire que j'avais volontairement cédé le bien à Gavin. Alan a ensuite poussé une grosse enveloppe remplie d'argent liquide non traçable sur la table vers un notaire public corrompu travaillant dans l'arrière-salle. Ce fonctionnaire compromis a fermement apposé son sceau officiel à l'encre sur les documents falsifiés sans jamais demander ma pièce d'identité avec photo ni exiger ma présence physique.
Il a falsifié son registre officiel pour documenter la transaction comme une interaction légitime. Avant de rendre les pages finalisées à Alan. Ce même après-midi, Alan est entré avec assurance dans le bureau de l'enregistrement du comté pour déposer de manière permanente les documents de transfert frauduleux dans le registre public de l'immobilier. Il a payé les frais d'enregistrement en espèces tout en regardant le greffier du gouvernement. Scanner le document contrefait directement dans la base de données de l'État. Le lendemain matin, Gavin et Avery ont chargé un camion de déménagement commercial loué avec toutes leurs affaires personnelles pour garantir leur emprise physique sur le bien. Ils se sont rendus directement à la propriété du lac Norman où Gavin a immédiatement engagé un serrurier d'urgence pour percer de force les 2 lourds verrous en laiton des portes d'entrée. Des copeaux de métal pointus sont tombés sur le porche pendant que le technicien contournait les serrures avant d'installer un système de clavier électronique moderne pour s'assurer que je ne pourrais jamais entrer dans la maison. Avery a immédiatement soumis une demande de changement d'adresse formelle au service postal pour créer une trace écrite documentée prouvant leur occupation physique continue des lieux. Avec leur histoire de couverture juridique élaborée entièrement établie. Gavin s'est habillé d'un costume d'affaires sur mesure pour se rendre dans le hall principal d'une banque commerciale assurée au niveau fédéral. Il s'est assis en face d'un agent de crédit principal tout en plaçant avec confiance la copie de l'acte falsifié, estampillé par le comté, sur le bureau en bois poli. Il a soumis une demande de prêt hypothécaire formelle en utilisant le domaine riverain Volecom. Garantie pour demander un décaissement en espèces directes totalisant 400 000 $. Il a calmement expliqué aux représentants de la banque qu'il avait besoin de liquidités pour financer de nouvelles opportunités d'investissement tout en prévoyant secrètement de liquider complètement ses dettes en ligne imprudentes. L'agent de crédit a examiné les registres de propriété estampillés ainsi que les formulaires de demande avant d'accepter l'ensemble du dossier sans soulever de soupçons immédiats. Le représentant a transmis le dossier complet directement au service de crédit ou les agents financiers ont immédiatement lancé leur processus de souscription rigoureux pour évaluer la garantie, avant d'autoriser le déblocage massif de fonds fédéraux. Mon voyage d'affaires s'est terminé parfaitement comme prévu juste avant que ma famille ne se réunisse dans le restaurant le plus luxueux de Charlotte pour célébrer le 80e anniversaire de mon grand-père. Reprenant exactement au moment chaotique où mon père a laissé tomber son verre en cristal sur le sol. L'avocat Elliott a calmement soulevé l'écran de son ordinateur portable. Il avait besoin d'une preuve vérifiable concernant le statut juridique exact de la propriété avant de porter des accusations concernant le cadeau d'anniversaire manquant. Il a contourné le réseau sans fil public pour établir une connexion cryptée sécurisée directement via son appareil cellulaire avant de naviguer vers la base de données officielle du registraire du comté. Toute la table a regardé en silence absolu pendant que ses doigts tapaient le numéro d'identification fiscale spécifique de la propriété associée au domaine du lac Norman dans le portail de recherche. Une icône de chargement numérique a brièvement tourné sur l'écran avant de produire un document d'enregistrement public nouvellement déposé, désigné comme un fichier PDF mis à jour plus tôt cette même semaine. Elliott a téléchargé la pièce jointe sans dire un seul mot avant de faire pivoter physiquement l'écran de l'ordinateur portable loin de lui pour le tourner vers mon grand-père Calvin et moi. La page électronique illuminait l'espace de la salle à manger avec un scan haute résolution d'un acte de cession finalisé, transférant légalement la propriété du bien riverain directement à Gavin. Je me suis penché plus près pour examiner les documents numériques avant de lever la main pour pointer mon index directement sur la ligne d'autorisation située près de la marge inférieure. Je me suis assuré de projeter ma voix clairement à travers la table pour que chaque personne assise à proximité puisse entendre mon observation précise sans aucun malentendu. La lettre C de mon prénom était tirée vers l'arrière dans la mauvaise direction, tandis que l'espacement global entre les lettres ne correspond pas à mon écriture naturelle. Et je déclarais en maintenant un contact visuel direct avec l'homme qui m'a élevé. Je n'ai jamais mis les pieds dans ce bureau de notaire spécifique situé en banlieue. Et je n'ai jamais signé aucun document légal cédant ma propriété à Gavin. Alan a immédiatement tiré une serviette en tissu de ses genoux pour essuyer agressivement les grosses gouttes de sueur qui se formaient rapidement sur son front tout en s'agitant mal à l'aise sur son siège. Alan luttait continuellement pour maintenir sa façade confiante.
Tandis que le poids de ses actions commençait à écraser son attitude arrogante juste sous nos yeux. Il a forcé un sourire remarquablement creux sur son visage avant de tendre le bras à travers la table dans une tentative désespérée d'empêcher mon grand-père de voir l'écran de l'ordinateur. Il a essentiellement essayé de dissimuler physiquement les preuves numériques indéniables de ses combines financières à main nue tout en balbutiant un flot continu d'excuses fabriquées. J'avais seulement l'intention de détenir la propriété temporairement parce que j'ai rempli les documents de transfert pour que Gavin puisse posséder des actifs tangibles pour prouver sa stabilité financière à ses partenaires commerciaux, a affirmé Alan en tentant de projeter de l'autorité. Nous prévoyons entièrement de lui donner l'instruction de vous retransférer l'acte de propriété dès que notre famille aura réussi à stabiliser notre situation financière actuelle avec les prêteurs. Il a baissé la voix pour murmurer durement, exigeant que nous gardions cette affaire privée au lieu de provoquer une scène publique devant les autres clients importants du restaurant. Carole a finalement levé la tête de la table pour soutenir immédiatement son mari en déployant ses tactiques habituelles de culpabilisation contre moi pour détourner le blâme. Elle a utilisé un ton profondément réprobateur en me pressant de supporter ce vol flagrant au nom du maintien de notre harmonie familiale lors d'un événement festif. Elle a explicitement insisté sur le fait que je me comportais de manière égoïste en m'obsessionnant pour un bien immobilier alors que mon jeune frère avait désespérément besoin de cet actif pour survivre à ses difficultés actuelles. Calvin a complètement ignoré leur tentative pathétique de justifier la falsification de documents tout en restant parfaitement immobile dans sa chaise de salle à manger en cuir, les mains fermement posées sur sa canne. Il a lentement soulevé sa lourde canne en bois d'environ 40 cm dans les airs avant de frapper violemment la base métallique contre le sol en granit poli. L'impact qui en a résulté a créé un craquement assourdissant qui a instantanément coupé le flot désespéré d'excuses qui sortait de la bouche de mes parents, faisant sursauter plusieurs convives à proximité. La pure domination physique de ce son autoritaire unique a poussé les serveurs qui s'approchaient à faire demi-tour sur leurs talons pour s'éloigner de notre salle à manger désignée. Elliot a remonté ses lunettes de prescription sur l'arête de son nez, tandis que ses instincts juridiques aiguisés reconnaissaient que ce transfert de propriété falsifié ne représentait qu'une fraction d'un stratagème financier beaucoup plus vaste. Il a compris que les personnes prêtes à commettre une fraude hypothécaire s'arrêtaient rarement à la prise d'un seul bien immobilier. Il a ouvert une toute nouvelle fenêtre de navigateur sur son ordinateur avant de se diriger directement vers la base de données administrative du tribunal de la famille du comté de Mecklembourg. Il a méticuleusement tapé le nom de famille légale de mon grand-père dans la barre de requête judiciaire active pour balayer le système juridique local à la recherche de toute manœuvre de litige non autorisée récente. L'icône de chargement numérique a brièvement tourné sur le fond blanc avant de renvoyer un numéro de dossier nouvellement généré correspondant à une pétition officielle soumise exactement à 9h ce mercredi matin. Elliot a cliqué sur le titre du document hyperlié avant de lire méthodiquement le texte juridique, intégré à voix haute afin que chaque personne assise autour de notre table puisse entendre la terminologie précise. Alan et Carole avaient officiellement déposé une pétition formelle de mise sous tutelle d'urgence visant mon grand-père sans fournir de notification préalable à nos représentants légaux établis. Ils avaient délibérément joint une évaluation médicale complètement fabriquée, signée par une clinique de banlieue non vérifiée, diagnostiquant faussement Calvin avec un déclin cognitif sévère. Les documents frauduleux affirmaient explicitement qu'il souffrait d'une perte totale de capacité civile indépendante tout en demandant la suspension immédiate de son autonomie financière personnelle. La pétition exigeait qu'Alan se voie accorder une autorité totale immédiate sur toutes les décisions médicales ainsi qu'un accès complet et illimité à chaque compte bancaire enregistré sous le trust familial. Bien que l'audience obligatoire du tribunal n'ait pas encore eu lieu et que le juge-président n'ait rendu aucune décision temporaire, la simple existence de ces documents soumis exposait les véritables profondeurs de leur monstrueuse trahison. J'ai regardé le tampon numérique du tribunal avant d'exprimer ma prise de conscience à voix haute, pour m'assurer qu'Alan comprenait exactement à quel point son complot avait échoué. Alan n'a pas simplement orchestré le vol de la propriété du lac Norman pour sortir Gavin de ses dettes financières imprudentes.
Il avait l'intention active de manipuler le système judiciaire pour prendre le contrôle absolu de l'ensemble du portefeuille immobilier de 27 millions de dollars de mon grand-père. Alan avait désespérément besoin de cet afflux massif de capitaux liquides volés pour ressusciter sa concession automobile en faillite avant que ses propres créanciers commerciaux ne forcent son entreprise à la faillite totale. Il était parfaitement prêt à dépouiller son propre père de ses droits humains fondamentaux et à l'enfermer dans un établissement de soins juste pour maintenir sa fragile illusion de succès commercial. Alan s'est agressivement jeté sur le centre de la table à manger tout en tendant le bras pour fermer de force l'écran de l'ordinateur portable avant que quiconque d'autre ne puisse lire les documents. Elliot a repoussé avec force la main qui approchait avec un blocage rigide qui a produit une forte claque résonnant brusquement dans l'espace silencieux de la salle à manger. L'avocat chevronné a averti mon père de reculer immédiatement tout en lui rappelant qu'attaquer un officier de justice ne ferait qu'ajouter une autre accusation grave à ses problèmes juridiques imminents. L'altercation physique soudaine a poussé plusieurs clients aisés assis aux tables voisines à tourner la tête pour observer de près le conflit familial qui s'envenimait. Carol a levé les mains pour couvrir sa bouche en pure panique alors que la façade méticuleusement construite de leur style de vie aisé commençait à s'effondrer devant un public en direct. Gavin était assis complètement paralysé à côté d'Avery, fixant d'un air absent l'écran d'ordinateur lumineux qui venait de pulvériser leur seul filet de sécurité financier. Calvin se leva lentement de sa chaise de salle à manger en cuir tout en ajustant méthodiquement le bouton du bas de sa veste de costume sur mesure pour rétablir sa posture impeccable. Il a regardé directement les visages de son fils et de sa belle-fille avec un regard absolument sans émotion qui traduisait une finalité totale et permanente concernant leur relation. Il n'a pas élevé la voix pour leur crier dessus, ni gaspillé un seul souffle pour exiger d'autres explications pour leur comportement traître envers leur propre sang. Il a fermement saisi la poignée polie de sa canne en bois avant d'offrir un signe de tête silencieux à Elliot ainsi qu'un bref geste m'instruisant de rassembler immédiatement mes affaires personnelles. Nous avons récupéré nos manteaux d'hiver avant de sortir directement par les portes vitrées principales du restaurant de luxe sans regarder en arrière une seule fois. Nous avons complètement abandonné Alan, Carol, Gavin et Avery assis, figés sur leur siège, complètement entourés de leurs assiettes rapidement refroidissantes de nourriture chère et intacte. Tôt le lendemain matin, mon grand-père Calvin était assis bien droit dans la salle de conférence vitrée du cabinet d'avocats du centre-ville pour signer de manière décisive une épaisse pile de documents de révocation. Elliot a officiellement mis fin à la procuration médicale que Calvin avait précédemment accordée à Alan il y a exactement 5 ans en déposant les documents de révocation directement dans le registre de l'État. Il a immédiatement dépêché un coursier juridique accéléré vers le bureau du greffier du tribunal de Comté pour invalider formellement la pétition de mise sous tutelle d'urgence en attente en utilisant la signature authentifiée de mon grand-père. Après avoir finalisé les documents administratifs requis, Elliot a appuyé sur le bouton du haut-parleur de son téléphone de bureau pour contacter la succursale bancaire commerciale spécifique où Gavin avait initialement soumis sa demande de prêt hypothécaire. Le directeur principal de la gestion des risques a répondu à la ligne de communication sécurisée pour confirmer que son service de souscription commerciale avait effectivement gelé le dossier de prêt complet de Gavin juste pendant la phase de vérification finale du processus d'approbation. L'équipe d'inspection interne de la banque a découvert des divergences géographiques flagrantes entourant le sceau de notaire physique apposé directement sur les documents de soumission, ainsi que de multiples erreurs de formatage correspondant à des modèles frauduleux connus. Les responsables de la conformité de la banque ont officiellement soumis un rapport d'activité suspecte directement au réseau fédéral d'application des lois financières pour signaler de manière permanente la garantie immobilière frauduleuse. Elliot a demandé au directeur de la banque de fusionner l'appel téléphonique en cours avec 2 agents spéciaux représentant la division des enquêtes financières du Federal Bureau of Investigation. Elliot a utilisé son serveur de messagerie crypté pour transmettre les copies certifiées conformes des actes de propriété réels aux agents fédéraux afin de prouver de manière définitive la falsification en cours. L'agent fédéral principal s'est présenté au haut-parleur avant d'expliquer méticuleusement les
Graves implications juridiques concernant la transaction hypothécaire en attente que Gavin tentait d'exécuter. Il a précisé que Gavin s'était activement enregistré pour recevoir le décaissement du prêt demandé par le biais d'un virement électronique fédéral normalisé acheminé à travers plusieurs lignes d'État. Le fait d'utiliser des documents immobiliers contrefaits pour solliciter un décaissement en espèces d'une institution assurée au niveau fédéral viole complètement les statuts fédéraux sur la fraude électronique. L'agent secondaire a précisé qu'intervenir prématurément par une action en justice civile ne ferait qu'effrayer les suspects tout en laissant les procureurs fédéraux avec un dossier juridique beaucoup plus faible. Les agents spéciaux ont explicitement demandé à mon grand-père et à moi de nous abstenir de déposer des injonctions civiles ou des plaintes à la police locale pour arrêter la transaction financière imminente. Le bureau avait désespérément besoin que Gavin entre dans l'agence bancaire sans se douter d'eux. L'enquête en cours afin qu'il puisse exécuter une opération d'infiltration hautement coordonnée. Il voulait appréhender mon frère exactement au moment précis où il signerait physiquement son nom légal sur les documents de clôture finalisés à l'intérieur de la banque. Ils exigeaient que les auteurs déclenchent activement le réseau bancaire car le lancement du virement électronique de fonds cimente officiellement l'action en tant qu'infraction fédérale grave. Alan et Gavin croyaient vraiment posséder le plan financier parfait pour extraire d'énormes quantités de liquidités non traçables du système bancaire pour effacer leurs dettes croissantes. Ils restaient entièrement inconscients du fait indéniable que leur méthode choisie pour extraire les fonds transformait directement leur litige immobilier local en une poursuite fédérale massive. L'agent principal a confirmé que son groupe de travail rédigeait actuellement les ordonnances de détention fédérale nécessaires à présenter à un juge magistrat plus tard dans l'après-midi. Elliott a accepté la stratégie proposée par les forces de l'ordre avant de rédiger un accord de non-divulgation confidentielle pour s'assurer que personne au sein du cabinet d'avocats ne divulgue l'opération d'infiltration imminente. Les agents fédéraux se sont coordonnés directement avec l'équipe de direction de la banque pour fixer le rendez-vous de clôture finale pour exactement 10 heures le vendredi matin. Ils ont demandé aux employés de la banque de préparer les documents de décaissement officiels. Exactement comme ils le feraient normalement pour tout client emprunteur légitime afin de maintenir l'illusion absolue de succès. Le directeur de la banque a confirmé qu'il fournirait aux agents fédéraux un accès direct au réseau de caméras de sécurité intérieure pour surveiller les suspects pendant le processus de signature. Les autorités prévoyaient de positionner des agents infiltrés dans le hall de la banque tout en maintenant un périmètre hautement sécurisé situé juste à l'extérieur de l'entrée principale du bâtiment. Mon grand-père est resté parfaitement silencieux tout au long de la conférence téléphonique stratégique en écoutant les autorités fédérales planifier l'appréhension imminente de son propre fils et petit-fils. Il a fixé la table de conférence en acajou poli tout en acceptant la dure réalité que ses descendants avaient librement choisi de commettre des infractions fédérales pour maintenir leur style de vie fabriqué. Je me suis assise à côté de lui en ressentant un profond sentiment de clôture, sachant que le piège juridique était enfin verrouillé sans aucune issue de secours restante. Exactement à 10 heures le vendredi matin. Gavin entra avec assurance dans le hall principal de la banque commerciale tout en projetant l'attitude arrogante d'un millionnaire très prospère. Il portait un costume sur mesure bleu marine coûteux tout en guidant Avery, avec Alan marchant juste derrière Carole, directement vers une salle de conférence VIP privée entièrement entourée de murs en verre transparent. Le groupe a pris place sur les luxueuses chaises en cuir entourant une table en acajou poli où une épaisse pile de documents hypothécaires finalisés les attendait. Il riait nonchalamment en échangeant des plaisanteries joyeuses avec le consultant en crédit principal qui ignorait totalement l'opération d'infiltration fédérale imminente sur le point de se dérouler dans son bureau. Gavin a mis la main dans la poche de sa poitrine pour récupérer un stylo plume en argent avant de feuilleter rapidement les pages densément imprimées détaillant les conditions de remboursement strictes de l'énorme prêt. Il dégageait une confiance absolue en pressant la pointe d'encre contre le papier pour finaliser sa signature directement sur la ligne d'autorisation de l'emprunteur désigné. Il a nonchalamment passé le lourd stylo en métal à travers la table vers Avery afin qu'elle puisse
Officiellement apposer son propre nom dans la section de vérification des témoins pour compléter la documentation requise. Le représentant de la banque a rassemblé les documents signés avant d'appuyer fermement un tampon de confirmation rouge sur la première page pour authentifier la réussite de l'accord hypothécaire. Il a ensuite tourné son attention vers son écran d'ordinateur avant de frapper le clavier pour autoriser officiellement le virement électronique distribuant l'énorme prêt directement sur leur compte désigné. Au moment précis où le message de confirmation numérique est apparu sur l'écran lumineux, les lourdes portes vitrées de la salle de conférence se sont ouvertes avec force pour interrompre de manière permanente l'atmosphère de célébration. 4 agents spécialisés représentant le Federal Bureau of Investigation sont entrés directement dans la pièce accompagnés de 3 officiers en uniforme déployés par le United States Marshal Service. Les autorités fédérales se sont complètement abstenues de dégainer leur équipement tout en levant simplement leurs insignes en or bien haut dans les airs avant d'annoncer bruyamment un mandat fédéral actif. 2 marshals imposants ont immédiatement flanqué Gavin par derrière avant de forcer physiquement ses bras vers l'arrière pour verrouiller de lourdes menottes en acier solidement autour de ses poignets avec un fort clic métallique. Ils lui ont ordonné avec force de se lever de sa chaise en cuir tout en lui récitant strictement ses droits constitutionnels de garder le silence pendant le processus de détention fédérale en cours. Avery a immédiatement laissé tomber le stylo plume sur la table avant de reculer de plusieurs pas, pour se distancer physiquement du raid soudain des forces de l'ordre qui se déroulait dans l'espace confiné. Elle a frénétiquement levé ses 2 mains jusqu'à ses épaules en criant fort qu'elle ne savait absolument rien concernant les documents de propriété falsifiés ou le domaine riverain volé. Elle a désespérément tenté de plaider l'ignorance complète tout en niant explicitement toute implication dans le stratagème hypothécaire illégal dans une tentative pathétique d'éviter sa propre appréhension imminente. Alan a réagi avec une indignation agressive en tentant de repousser avec force un agent fédéral pour pouvoir récupérer son téléphone portable afin de composer le numéro de son avocat de la défense. Un autre officier tactique lui a instantanément saisi l'épaule avant de lui plaquer avec force le visage contre le mur en verre transparent pour effectuer une fouille physique approfondie à la recherche de tout objet dangereux. Carol a éclaté en une panique hystérique tout en se jetant désespérément en avant pour saisir le bras de l'enquêteur le plus proche dans un effort frénétique pour empêcher physiquement les officiers fédéraux d'emmener son fils. Ces mouvements chaotiques ont fait tomber plusieurs piles de documents bancaires organisés de la table, dispersant les documents frauduleux sur tout le sol de la salle VIP. Mon grand-père Calvin se tenait silencieusement à côté de moi sur le couloir en mezzanine surélevée, qui surplombait tout le hall financier à travers un miroir d'observation unidirectionnel spécialisé. Nous avons maintenu une perspective complètement détachée en regardant la scène chaotique se dérouler exactement selon le plan stratégique conçu par les autorités fédérales plus tôt cette semaine-là. Les officiers ont fermement saisi les membres restants de la famille par les épaules avant de les escorter physiquement hors de la salle de conférence sécurisée sans leur permettre de dire un autre mot. Nous avons regardé vers le bas sans manifester la moindre sympathie en voyant les agents fédéraux faire défiler les 4 individus en difficulté à travers le hall public bondé, rempli de clients choqués. Les portes coulissantes automatiques se sont ouvertes pour révéler une rangée de véhicules de police banalisés qui attendaient directement devant l'entrée principale de la banque commerciale sous le soleil éclatant du matin. L'équipe tactique a sécurisé les suspects menottés à l'intérieur des véhicules de transport, renforcés avant de partir vers le centre de détention fédéral pour traiter leurs accusations financières massives. Exactement 18 mois se sont écoulés depuis que les lourdes menottes en acier ont résonné bruyamment sur le sol en marbre poli de cet établissement bancaire commercial. À l'intérieur de la salle d'audience solennelle du tribunal de district des États-Unis couvrant le district ouest de la Caroline du Nord, le juge fédéral président a frappé son marteau en bois contre le bloc de résonance pour prononcer les mandats punitifs finaux. Gavin a reçu une peine de détention définitive de 8 ans dans un établissement fédéral pour avoir activement commis une fraude bancaire massive ainsi que pour avoir utilisé des documents juridiques falsifiés pour obtenir des fonds illicites.
Il a silencieusement baissé la tête pendant que l'huissier de justice l'escortait physiquement hors de la salle d'audience pour commencer à purger sa longue période d'incarcération. Avery a négocié avec succès un accord d'immunité complet en remettant des preuves physiques cruciales directement au procureur tout en étant assise dans la salle d'interrogatoire fédérale. Elle a officiellement mis fin à ses fiançailles avant de déménager de manière permanente hors de la juridiction de l'État immédiatement après le raid initial des forces de l'ordre pour éviter complètement le scandale public qui en a résulté. Alan et Carol ont de justesse évité l'incarcération physique en coopérant largement avec les enquêteurs fédéraux pendant la phase de découverte judiciaire prolongée. Le magistrat fédéral a finalement condamné mes parents à purger 3 ans de probation fédérale stricte pour leur participation directe à la conspiration financière globale. Le juge leur a explicitement ordonné d'accomplir 600 heures de travaux d'intérêt général supervisés, comme condition obligatoire de leur liberté continue en dehors du système pénitentiaire. Les frais de justice exorbitants requis pour engager des avocats de la défense pénale d'élite ont complètement épuisé leurs ressources financières restantes au cours du long procès fédéral. Alan a été contraint de déposer officiellement une demande de faillite personnelle totale tandis que des créanciers commerciaux agressifs sont arrivés avec des dépanneuses pour saisir de manière permanente l'ensemble de sa concession automobile ainsi que tout son stock de véhicules restants. Le tribunal fédéral a formellement déclaré le document de transfert de propriété contrefait complètement nul et non avenu sur le plan juridique tout en rétablissant officiellement les pleins droits de propriété du domaine du lac Norman à mon nom. Exactement comme mon grand-père l'avait initialement prévu. Calvin a systématiquement révoqué son dernier testament avant de retirer complètement Alan de toute la structure d'héritage générationnel par une série de manœuvres juridiques à toute épreuve, finalisées par l'avocat Elliot dans son bureau. Mon grand-père a officiellement exécuté de nouvelles directives juridiques me désignant comme l'unique directrice contrôlant l'intégralité de son portefeuille immobilier de 27 millions de dollars. J'ai immédiatement assumé la gestion administrative directe des divers investissements immobiliers commerciaux tout en m'assurant que personne de mon ancienne famille ne pourrait jamais accéder à un seul centime de la richesse accumulée. Nous avons réussi à sécuriser l'héritage financier du trust familial tout en coupant de manière permanente tous les liens juridiques avec les individus qui ont agressivement tenté de voler notre avenir. Au cours d'un dimanche après-midi tranquille, j'ai chargé mes bagages dans mon véhicule avant de quitter la propriété du lac Norman pour retourner à mon appartement principal situé dans le centre-ville. Je suivais l'itinéraire familier en approchant d'une intersection de banlieue majeure, ce qui m'a obligé à arrêter complètement mon véhicule à un feu de signalisation rouge. J'ai jeté un regard désinvolte par la fenêtre de mon passager tout en observant 2 individus portant des gilets de sécurité orange réfléchissant vifs travaillant le long du trottoir en béton. Ils utilisaient activement des pinces métalliques pour ramasser des bouteilles en plastique jetées, tout en plaçant les ordures dans de lourds sacs en plastique sous la supervision physique stricte d'un agent de probation en uniforme. J'ai immédiatement reconnu les silhouettes épuisées qui ramassaient les déchets le long de la bande médiane salle de l'autoroute comme étant les mêmes personnes qui m'ont élevé. Carol a soudainement levé la tête en reconnaissant le modèle de véhicule spécifique ainsi que le numéro de plaque d'immatriculation exact de ma voiture à l'arrêt à l'intersection. Elle a immédiatement laissé tomber sa pince métallique sur le trottoir en béton avant de sprinter frénétiquement vers le bord du trottoir piétonnier. Elle a désespérément levé ses mains couvertes de saleté en l'air tout en criant visiblement mon nom à travers le verre acoustique épais de mes portières de voiture verrouillées. Elle a essentiellement mendié mon attention en tentant de rétablir une connexion avec la fille qu'elle avait précédemment sacrifiée pour protéger son fils condamné. J'ai complètement refusé de baisser mes vitres teintées. Et je n'ai pas non plus appuyé sur la pédale de frein une seule seconde de plus pour reconnaître sa démonstration pathétique. J'ai maintenu un regard parfaitement droit devant moi tout en gardant mes 2 mains fermement positionnées sur le volant en cuir de mon véhicule. Au moment précis où le feu de signalisation suspendu est passé du rouge au vert, j'ai calmement changé de vitesse avant d'appuyer mon pied directement sur l'accélérateur. J'ai traversé l'intersection animée sans regarder une seule fois dans le rétroviseur, laissant de manière permanente les personnes qui représentaient autrefois ma famille piégées derrière moi dans la poussière.